Donc, encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où on va continuer notre étude sur la réalité de la création versus la théorie de l'évolution et ses ravages. Donc, ça a commencé avant Darwin, mais ça a vraiment pris son essor avec Charles Darwin. On va partir avec la dernière diapo qu'on a vue la dernière fois, question de se remettre un peu dans ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait parlé de Herbert Spencer. Donc, lui, il disait que les peuples moins adaptés à la lutte pour la survie étaient restés figés comme dans le temps, à un stade qui était primitif. Donc, c'était comme les hommes modernes contre les hommes de caverne. Sur le plan politique, le darwinisme social, donc le socio-darwinisme, le darwinisme social a servi à justifier scientifiquement plusieurs concepts politiques, c'est plate d'entendre ça, liés à la domination par une élite. Donc, il y en a qui se pensent au-dessus des autres. Donc, des gens qui se croient de faire partie d'une élite, d'une masse jugée moins apte. Donc, nous autres, on est au top. Vous autres, vous êtes le bétail. Parmi ceux-ci, on trouve le colonialisme, l'eugénisme, le fascisme et surtout le nazisme. Donc, c'est des philosophies où tu as une élite puis tu as un rang social plus bas et l'élite domine sur le rang social plus bas ou se sert du rang social qui est plus bas. On voit le génocide des Herero et des Namaka dans la Nouvelle-Allemagne en Afrique, sur le continent africain. Ils ont complètement décimé les peuples. Parce que les autres, ils se battaient avec des flèches, des lances, puis les autres, ils avaient des guns, des carabines, dans le fond. Et le génocide par Joseph Staline, encore une fois, lui, il faisait partie de l'élite. Donc, il a bien laissé crever de faim. Ceux qui faisaient partie d'une masse moins adaptée que lui ou plus basse que lui, lui était au top de tout ça, au-dessus de tout ce beau monde-là. Donc, darwinisme social et le néo-darwinisme, ou le socio-darwinisme. Le néo-darwinisme, aussi appelé la théorie synthétique de l'évolution, associe les mutations génétiques à la théorie de l'évolution. Donc aussitôt qu'il y a des mutations génétiques, ils disent, c'est sûr, gars, ça, c'est la preuve que l'évolution, c'est vrai. Mais ça reste une théorie quand même. Donc, c'est pas une preuve. Donc, il associe toutes les mutations génétiques à la théorie de l'évolution ou de la sélection naturelle à toute espèce végétale ou animale, incluant l'homme. Autrement dit, certaines espèces comprennent des individus qui peuvent muter via un gène dormant. Donc, ils croient que s'il y a une mutation, c'est parce qu'il y a un gène qui est dormant. À un moment donné, ce gène-là se réveille. Habituellement, dans l'évolution des choses, ce qui est supposé être l'évolution, on voit pas de quelque chose un élément qui gagne quelque chose, mais on voit absolument des éléments qui perdent quelque chose dans le temps. Donc, ils disent qu'il y a un gène dormant, donc afin que le gène dormant il est là afin de s'adapter à une nouvelle réalité ou à une menace liée à leur environnement. C'est pas tout à fait ça. C'est de l'adaptation, ça demeure en fait de l'adaptation afin de s'adapter. Donc, ça demeure de l'adaptation. Ça veut dire quoi? C'est sûr que si à tous les jours, je lève des poches de sable, ça se pourrait que mes bras deviennent un peu plus forts, mes muscles, ils s'adaptent en conséquence des poids que je lève à tous les jours, peu importe. Donc, ça, c'est de l'adaptation. Même chose, si je menace une espèce avec un produit chimique, par exemple, un insecticide des insectes. Je les menace avec un insecticide, ben les plus faibles vont mourir, mais qui va rester les plus forts? Et les plus forts, eux autres vont développer peut-être une résistance à ça, mais ils vont se reproduire entre les plus forts parce que c'est tout ce qui reste. Et donc, la prochaine génération va garder la génétique des plus forts et ils vont devenir résistants aux insecticides chimiques. C'est juste de l'adaptation. Donc, ce phénomène s'observe entre autres chez les bactéries qui développent une résistance aux antibiotiques et chez les insectes qui développent une résistance aux insecticides et pesticides chimiques. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben non. Ben non, c'est pas une bonne nouvelle. On crée des produits pour détruire ces bébites-là, puis ces bébites-là deviennent de plus en plus forts, donc on s'en va prendre un produit un peu plus fort, à un moment donné, on va s'empoisonner nous-mêmes. C'est que ça n'a aucun sens. Il y a tellement d'autres façons de faire les choses. Ça, c'est à cause de l'industrie agroalimentaire qui est le méga pharma, le méga, les méga aussi élevage d'animaux. Il ne devrait pas avoir de méga rien. Ça devrait être concentré dans ça détruit plein de choses. Donc, c'est pas une bonne idée.
Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout ce qui est mal. Et c'est voilà. Exactement ça. C'est le profit. Suivant ce courant de pensée, parce que c'est ça que c'est un courant de pensée, des études ont été révélées chez révélées chez les éleveurs qui reproduisent certains animaux avec des traits particuliers. Hein, ça, les éleveurs, ça fait longtemps qu'ils font ça. C'est comme ça qu'on peut passer mettons, après, en sortant de l'Arche de Noé, de probablement un loup et une louve très grosse, puis finalement, on a des chihuahuas aujourd'hui, parce qu'on a fait des croisements. Donc, ils reproduisent certains animaux avec des traits particuliers afin d'obtenir de meilleurs résultats de leur troupeau. C'est bien connu, ça date, c'est millénaire, là, ces pratiques-là. Donc, meilleure résistance, hein? Meilleure production laitière. Donc, certaines vaches sont meilleures pour tel environnement, donc sont meilleures pour la viande, donc sont meilleures pour le lait, peu importe. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, meilleure production de chair, comme notre Big Beef qui est ici, bien musclé, qui s'est probablement jamais bien entraîné à part manger, brouter. Ouais, en tout cas, c'est un bull. Les possibilités de procréation contrôlée ont été aussi projetées sur le genre humain. Ça s'appelle CRISPR. On va voir ça dans le temps. Présentement, il n'y en a pas. C'est pas parce qu'ils peuvent pas, c'est parce qu'il y a une polémique sociale, donc sur le sujet. De Darwin à l'eugénisme. On arrive à l'eugénisme. Ernest Haeckel, c'est allemand. Sentant l'opposition de part et d'autre, hein, Darwin a dit lui-même que son plus grand soutien lui venait de l'Allemagne. Particulier. Ernest Haeckel, biologiste, philosophe et libre penseur allemand, s'est fait un devoir, c'était un disciple défenseur de Darwin. Donc, il s'est fait un devoir de populariser les théories de Charles Darwin en Allemagne et a développé une théorie des origines de l'être humain. Donc, lui, il a pris ce que Darwin a fait, puis il a rajouté du glaçage sur le gâteau. Il contribua beaucoup par ses écrits à la diffusion de la théorie de l'évolution, ou en Allemagne particulièrement, spécial. Il devint en 1905 membre d'honneur de la Société pour l'hygiène de la race. Ça se passe où, ça? En Allemagne. Qui donna naissance au mouvement eugénique. Avec son ouvrage Naturlichtschaffengeschichte, qui veut dire l'évolution de l'homme, quelque chose comme ça. L'évolution naturelle, quelque chose comme ça. Donc, en 1868, Haeckel a entrepris pour une première fois de vulgariser ses idées, donc hein, pour le commun des tatas. Il s'interroge, entre autres, sur la région où l'homme a premièrement apparu. Ouais, où c'est que l'homme a apparu? C'est où la première place que l'homme a apparu? Tu sais, il se pose des questions, notre chum. Et si tu regardes bien comme il faut, c'est drôle au top, je sais pas si vous voyez comme il faut, au top, là, dans le coin, le top corner, ça, c'est assez cocassien. Puis ça vient foncer tranquillement. Ça, c'est des noirs, des singes, tu sais. Ça vient ça pâlit tranquillement. On a une idée de où ce qui s'en va, notre chum. Fait le noir, il est plus proche du singe, puis le blanc, c'est le pinacle de l'évolution. Ainsi va la vie. C'est le même que c'est ça le racisme. Il estime finalement que la plupart des indices pointent vers l'Afrique, parce qu'il y a des singes en Afrique. Ce serait là, selon lui, que l'homme primitif, ça c'est homme préhistorique, a succédé aux singes anthropomorphes. C'est plus facile, Urbush qu'anthropomorphe. Selon Haeckel, la race noire était la plus proche du singe, tandis que les Indo-Germains, en regroupant selon lui les Allemands, les Anglo-Saxons et les Scandinaves, constituaient la forme la plus évoluée de l'humanité. Vous vous souvenez d'où ils ont cherché pour trouver Lucie? En Afrique. Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis de l'argent à investir, à chercher en Afrique le chaînon manquant? Théorie de l'évolution. L'homme noir, il est en Afrique. Le singe,
Il y en a. Fait que si l'homme noir est en Afrique, c'est lui qui est plus proche du singe. Fait qu'on va trouver notre chaînon manquant où? En Afrique, parce qu'il y a des noirs. C'est assez croyable. Là, vous commencez à, tu sais, quand tu connectes de dot, là, tu fais les maths, là. C'est pas possible, mais ça, c'est la réalité, là. On vit ça là. On continue. Comme les tentatives de Henkel pour prouver la théorie de l'évolution étaient imprécises, bien évidemment, parce que c'est rien d'autre qu'une théorie, et qu'il opposait les connaissances scientifiques à la religion, ces tentatives furent attaquées par les créationnistes. Amen. Ernest Haeckel a vu la théorie de l'évolution, a vu dans la théorie évolutionniste, une arme sociale, donc le socio-darwinisme ou le darwinisme social. Il s'appuie sur cette théorie pour établir la supériorité raciale des Blancs d'Europe du Nord. Qui c'est qui pensait qu'il a pris le flambeau? D'après Michael Richardson, embryologiste à St. George's Medical School, lui, il était pas bien content de Haeckel. C'est un des pires cas de fraude scientifique. Là, il parle de Ernest Haeckel. Il est choquant de se rendre compte que quelqu'un qu'on croyait avoir été un grand savant induisait volontairement ses lecteurs en erreur. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est que le monde croie ses mensonges. Cela me met en colère. Ce que Haeckel a fait était de prendre un embryon humain et de le dessiner en prétendant que la salamandre et le porc ou tous les autres avaient la même apparence au même stade du développement. Ce n'est pas vrai. Ces dessins sont des faux. Ça a été dans des livres d'études, dans des écoles pendant des années. Quand il y a un stade embryonnaire, tous les embryons sont pareils. Et c'est absolument faux. Et ça vient d'où, ça? Théorie d'évolution, poussée par le mensonge, pour donner du crédit à ce qu'on veut vraiment croire, pour être sûr d'éliminer la possibilité qu'un Dieu créateur existe. Continuons. Les idéologues nazis ont utilisé des extraits, les idéologues nazis ont utilisé des extraits de ces écrits comme justification de leur théorie raciste et du darwinisme social. Ben, il a beau avoir fait tout ça, Haeckel, il a fini à la même place que tout le monde finit, sauf au cimetière, sauf supplémentairement en enfer. Francis Galton. Francis Galton, c'est qui ça? Sir Francis Galton, hein, un autre riche au-dessus de la société. Issu d'une famille d'intellectuels fortunés, il est le cousin du maintenant célèbre Charles Darwin. Il est considéré comme étant le fondateur de l'eugénisme. Ce gars-là est impressionné par ce que son cousin a fait, puis lui, il prend la balle au bon. Inspiré par les recherches les théories de son cousin, Galton consacre une large partie de son activité à la défense de la théorie de l'évolution. Dans ses études sur la transmission des caractères héréditaires, encore une fois, le caractère inné versus les caractères acquis, il cherche un moyen de sélectionner systématiquement et scientifiquement ce qui pourrait s'apparenter à l'élite de l'humanité, comme faire des castes sociales. Mais tout de suite, là, tu le sais là, que ça va devenir la bonne crème là, sur le dessus qui va monter à la surface, le top du top. Puis ça, tu sais que ça va être des vidanges. Il inspire les politiques eugénistes à l'hygiène raciale appliquée au début du 20e siècle en Scandinavie, aux États-Unis, oui, effectivement, et par le régime national nazi, donc national socialiste, donc national-socialiste nazi. Ce qui a donné droit à une stérilisation massive d'individus considérés comme déviants, alcooliques, schizophrènes, handicapés. Aujourd'hui, ça serait du monde qui utilise des narcotiques ou peu importe. Hein, ça serait l'équivalent de alcoolique aussi. Donc, on mettrait tout ça dans le même bateau. Ayant des déviances supposément héréditaires. Héréditaires, caractère acquis ou caractère inné. Là, il parle des caractères innés. Donc, si ton père, c'est un alcoolique, ben, on devrait peut-être faire en sorte de te stériliser pour être sûr que tu ne te reproduises pas parce que tu vas reproduire des alcooliques.
Ajoutant à cette folie la limitation des naissances d'inaptes pour les nazis, l'élimination d'individus déficients et d'un point de vue racial, nocif pour l'intégrité de la pureté de la race aryenne. Donc, le Nazi Force Euthanasia Program. Ils en ont tué du monde avant d'en tuer du monde. Ils sont pratiqués avant de commencer la guerre. Il paraît même que il y a même dans les archives une petite fille de 5 mois, ils l'ont juste euthanasiée parce qu'elle était aveugle. Des pourris. Des pourris. Mais les autres sont au top de tout ça. Romains chapitre 1 nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est indigne. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Étant remplis de toute espèce d'injustice, c'est injuste. De méchanceté, c'est méchant. Et de cupidité, de malice, c'est mal. Plein d'envie et de meurtre, c'est du meurtre. De querelle, de ruse, de malignité, encore une fois, c'est mal. Rapporteurs, médisants, impies, hein, ils sont incroyants. Arrogants, hautains, ils se prennent pour d'autres, ils pensent qu'ils sont au top de la société. Fanfarons, ingénieux au mal. On va trouver des nouvelles façons de tuer du monde. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, ils se pensent bien brillants. Dépourvus de loyauté, d'affection naturelle. Un enfant, des enfants, tu sais, habituellement, on devrait être attiré à trouver cute un enfant, tu sais, avoir comme un sentiment protecteur envers les enfants. Non, non, non. Pas important, ça. Dépourvus de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui, donc Dieu déclare dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, donc ils les commettent, donc ils sont dignes de mort, mais il approuve ceux qui le font. Ils s'approuvent entre eux autres. L'idée générale de Galton, toujours inspirée par les écrits de son cousin, était que le bassin génétique de l'homme pourrait être amélioré si certaines personnes devenaient incapables de se reproduire. Donc, Eugenic Board, ici, on voit qu'il y a eu la stérilisation par choix ou par force de 7600 personnes entre 1933 et 1973. Donc, c'est dans le bloc E d'un hôpital particulier. Selon Galton, plutôt que l'environnement et l'expérience, donc plutôt qu'apprendre, l'hérédité, donc les caractères innés et non pas les caractères acquis, l'hérédité sera davantage responsable des comportements humains. Lui était chanceux, il était dans une famille fortunée. Fait qu'il faisait pas partie des pourris de la société. Donc ça, c'est une plaque commémorative de son décès. Il a fini à la même place. Puis en enfer. That's all, folks. Ben oui. Ça fait, on finit juste à temps.